Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mes lectures du mois de mars. Vous allez voir qu'au mois de mars ça a été un petit peu différent de d'habitude, j'ai lu quand même pas mal de romans, je suis assez contente de ce côté-là, mais j'ai lu beaucoup plus de graphiques alors que d'habitude je lis en moyenne à peu près ça ou un peu plus de romans et par contre moins de graphiques. Voilà, mon mois de mars a été un peu chamboulé, il s'est passé pas mal de choses et du coup j'ai forcément adapté mon rythme de lecture avec des périodes pendant lesquelles j'ai beaucoup moins lu. Vous allez voir qu'en début de mois j'ai par exemple surtout écouté des livres audio plus que lu des romans. Pour commencer j'ai écouté le tome 2 du roman Le Lys de Feu. C'est une série que je trouve vraiment très chouette, c'est une série qui est terminée en 4 tomes et pour l'instant il y en a 3 qui sont disponibles en format audio, donc j'espère que le 4e viendra assez rapidement. On est sur une série dans laquelle on suit le personnage principal qui s'appelle Lily. C'est une jeune femme qui vit à Londres juste avant la Première Guerre mondiale et qui a une histoire familiale un peu compliquée. C'est la fille d'une actrice assez célèbre mais qui est décédée et son père est un baron, mais c'est donc sa fille illégitime. Elle évolue donc dans la société londonienne en sachant qu'elle a une petite particularité qui est qu'elle a des visions de l'avenir, plus particulièrement qu'elle voit des gens qu'elle apprécie ou qu'elle ne connaît pas, mais en tout cas qu'elle voit des gens mourir. Dans le premier tome, on découvrait qu'elle a donc un don qui s'appelle un charisma qui est effectivement lié à l'avenir et elle va rencontrer d'autres personnages qui ont également des dons. On va suivre la suite de tout ça dans le tome 2 avec une nouvelle intrigue cette fois-ci et je dois dire que j'ai beaucoup apprécié ce tome 2, je l'ai trouvé un peu plus prenant que le tome 1. Dans le tome 1 je trouvais qu'il y avait quand même certaines petites longueurs et puis que les personnages prenaient parfois des mauvaises décisions, même si c'était souvent remis en question pour justement dire qu'effectivement ils prenaient des mauvaises décisions pour les faire évoluer par la suite. C'est vrai que ça avait quand même le côté un petit peu agaçant au moment de la lecture. Pour le coup dans ce tome 2 j'ai trouvé que c'était moins le cas, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Il y a de nouveau certains éléments où je trouve que les ficelles sont un petit peu trop grosses, mais sinon dans l'ensemble c'est vraiment une très chouette série. C'est donc une série à destination young adulte qui mêle de l'enquête, de l'historique et une touche de fantastique avec donc des personnes qui ont des dons. La lecture audio est vraiment chouette et vraiment bien faite, donc n'hésitez pas à découvrir cette série si ça vous tente. En tout cas moi je suis vraiment très contente de m'être laissée tenter et j'écouterai bien entendu le tome 3 et du coup le tome 4 en espérant qu'il arrive bientôt. Ensuite, toujours en version audio, j'ai écouté Un soir d'été, le dernier roman de Philippe Besson. J'attendais avec grande impatience sa sortie en livre audio puisqu'elle arrive toujours assez rapidement après la sortie en papier. Et du coup je l'ai écouté à peu près le jour ou peut-être le lendemain, enfin en tout cas dans la semaine de sa sortie, ça c'est sûr. C'est un livre audio qui est assez court, les romans de Philippe Besson font en général autour de 200 pages. On est sur l'histoire d'un groupe d'amis, c'est de nouveau un roman dans lequel Philippe Besson parle de ses souvenirs. Alors on ne sait jamais exactement si ce qu'il raconte c'est 100% la réalité ou si ça relève plutôt de l'autofiction, donc quelque chose qui serait basé sur sa vie mais avec une touche de fiction par-dessus. Toujours est-il que c'est donc un récit qui se passe en été à l'île de Ré dans les années 80. À ce moment-là, Philippe Besson est un jeune adulte qui vient de commencer ses études et il part comme tous les ans sur l'île de Ré. Il va retrouver donc là-bas des amis qu'il connaît de longue date et qu'il retrouve chaque été. Sauf que cet été-là va avoir une saveur un peu particulière étant donné qu'ils sont maintenant des jeunes adultes, qu'ils ont d'autres préoccupations. Ça va parler pas mal aussi de mépris de classe, du début des études, des choix de vie. Et ils vont également faire la rencontre de nouveaux personnages qui vont s'intégrer à ce groupe d'amis. Sauf que tout va basculer, on le sait depuis le début, il va se passer quelque chose cet été-là, on ne comprend pas exactement quoi et ce sera révélé assez tard dans le récit, mais voilà, toujours est-il qu'il va se passer un événement assez tragique pendant cet été et sur lequel on aura assez peu de réponses et finalement Philippe Besson remonte là-dessus comme un souvenir, comme un flash en croisant quelqu'un dans la rue qui lui fait penser à cet été-là. Comme toujours avec les livres de Philippe Besson, je trouve que la version audio est vraiment super, donc n'hésitez pas à découvrir ses romans et celui-ci fait partie de ceux que je vous recommande. J'ai apprécié vraiment la plupart de ses romans, il y en a un ou deux où les thématiques m'ont un peu moins parlé, mais celui-ci est vraiment très chouette. Ensuite, j'ai lu le roman La guerre du Henné par Adiba Jaigirdar. Je suis désolée pour la prononciation, c'est publié aux éditions Alice et c'est un titre que j'ai trouvé vraiment très chouette. On est sur un roman à destination adolescent qui se passe dans un lycée. On va suivre l'histoire de deux jeunes filles, d'une particulièrement qui est notre personnage principal. Elle s'appelle Nishat, c'est une jeune fille d'origine bengali qui vit donc avec sa famille en Irlande et qui est vraiment très proche de ses traditions, de sa culture et notamment du henné.
sauf qu'elle est lesbienne, qu'elle le sait très bien et qu'elle n'a pas encore fait son coming out auprès de sa famille parce que sa famille est assez conservatrice, lui parle pas mal de mariage, etc. et qu'elle sait forcément qu'elle va les décevoir et qu'ils ne vont pas forcément la comprendre. On la suit un petit peu dans tout ça et elle va recroiser la route de Flavia, qui est une jeune métisse brésilienne. On voit assez vite qu'il y a un rapprochement entre elles, qu'il pourrait se passer quelque chose entre elles. Sauf que pour leur projet de classe, elles doivent monter une mini-entreprise et qu'elles décident toutes les deux de se lancer dans une mini-entreprise de henné. Et Nishat va assez mal le vivre parce que Nishat, ça fait vraiment partie de sa culture, de ses traditions, c'est quelque chose qu'elle a appris par sa grand-mère. Et elle trouve que c'est assez déplacé de la part de Flavia, qui est donc de son côté brésilienne, et qui donc n'est pas dans la culture, n'a pas dans sa culture la tradition du henné, de se lancer là-dedans et de venir en concurrence avec elle. Et donc voilà, ça va aussi poser pas mal de questions quant à l'appropriation culturelle, etc. C'est un récit que j'ai trouvé vraiment très chouette et qui parle effectivement de l'homosexualité dans des cultures dans lesquelles c'est pas reconnu, dans lesquelles c'est pas accepté. Et c'était vraiment intéressant, et même si c'est un roman qui du coup aborde également des sujets assez difficiles, c'est dans l'ensemble un roman qui est assez positif, qui est assez doux, et ça fait du bien d'avoir aussi des histoires positives, des histoires d'amour LGBT qui soient positives. Et c'est vraiment très chouette, voilà. Moi j'ai passé un très bon moment avec ce récit-là, donc je vous recommande chaudement de le découvrir. Ensuite on repart sur un livre audio avec le récit qui s'appelle Poussière blonde, c'est écrit par Tatiana de Ronet et c'est son tout dernier récit en date qui vient de sortir. Et il est sorti du coup je crois en simultané en version papier et en version audio. Et ça fait quelques années maintenant que j'écoute les nouveautés de Tatiana de Ronet en version audio. Et pareil, je trouve qu'elles sont généralement très bien lues. Il y en a pas mal qui sont lues par Tatiana de Ronet elle-même. C'était pas le cas pour celui-ci. Dans ce récit-là, on est donc sur un récit à double temporalité dans lequel on suit le personnage principal qui s'appelle Pauline. Pauline, c'est une femme qui est française mais qui est partie alors qu'elle était enfant aux États-Unis avec sa maman qui a épousé un ancien soldat américain qui était venu pendant la guerre. Et il y a pas mal de soldats justement voilà, qui ont ramené ensuite des épouses aux États-Unis et donc c'était son cas et elle a donc suivi sa mère et son beau-père jusqu'au Nevada et on va la suivre donc dans sa vie aux États-Unis et on va la suivre plus particulièrement dans deux périodes de sa vie. La première d'entre elles, c'est alors qu'elle est adulte, qu'elle est assez accomplie dans sa vie d'adulte, qu'elle a une cinquantaine d'années et qu'elle est vétérinaire. Et en parallèle de ça, on la suit alors qu'elle était beaucoup plus jeune, lorsqu'elle avait une petite vingtaine d'années et qu'elle travaillait comme femme de chambre dans un grand hôtel assez luxueux, assez réputé. Et alors qu'elle travaillait justement au Mapes, elle va se retrouver à être la femme de chambre de Marilyn Monroe qui joue à ce moment-là dans le film Les Désaxés. Il va y avoir une belle relation d'amitié qui va s'installer entre elles deux et Marilyn Monroe va servir un peu de mentor à Pauline, va essayer de la guider et de l'amener justement à changer de vie, à suivre ses rêves. Et c'était vraiment un récit que j'ai trouvé très chouette. Et on suit tout ça alors que Pauline en fait se remémore tous ses souvenirs, donc la Pauline adulte vétérinaire se remémore tous ses souvenirs parce que l'hôtel du Mapes va être détruit et c'est donc la fin vraiment de toute cette ère, de toute cette époque et forcément ça fait ressurgir des souvenirs. C'est un récit que j'ai trouvé vraiment très chouette, que j'ai trouvé vraiment prenant. J'ai passé un très chouette moment avec, la lecture audio est vraiment très bien faite. Donc vous l'aurez compris, c'est un récit que je ne peux que vous recommander. Après ça, je me suis lancée dans le roman Manuel de survie du sorcier frugal dans l'Angleterre médiévale par Brandon Sanderson. C'est publié aux éditions du Livre de Poche et j'ai pour ma part l'édition collector. Ça fait partie des 4 romans du projet secret qui sont sortis en 2023 et je n'avais pas encore pris le temps de lire celui-ci parce que je savais que ce serait un truc assez barré et assez particulier et que j'attendais d'être dans le bon état d'esprit pour le lire. Au mois de mars, j'ai eu envie à un moment de m'y lancer et je me suis dit qu'il fallait donc que j'y aille. C'est effectivement un récit qui est quand même assez particulier, qui est très différent du reste de ce que fait Brandon Sanderson, donc je vous recommanderais pas particulièrement de commencer par celui-ci, à part si le résumé vous intrigue vraiment beaucoup. Pour ce récit-là, on suit l'histoire d'un homme qui va se réveiller parachuté dans l'Angleterre médiévale avec un manuel qui lui explique comment se passent les choses, sauf que ce manuel a explosé. On comprend donc que notre homme en fait vient de faire un voyage temporel
et plus exactement qu'il a fait en fait un voyage dans une dimension parallèle, puisqu'on va comprendre qu'il y a tout un tas de dimensions parallèles, donc de versions différentes de l'Angleterre médiévale, et d'autres époques également, mais l'Angleterre médiévale c'est un peu celle qui est la plus courue, celle qui est la plus demandée. Et donc on a une société qui envoie des personnes dans ces différentes variantes de l'Angleterre médiévale et d'autres époques à destination de tourisme à but lucratif. Sauf que lui se retrouve parachuté dans tout ça et qu'il ne comprend rien à ce qui se passe. Brandon Sanderson nous explique dans la note de l'auteur qu'il a vraiment choisi d'utiliser cette trope du personnage amnésique qui ne connaît rien pour qu'on découvre avec lui tout ce qui se passe, et donc on nous explique qu'en fonction des différentes versions de l'Angleterre médiévale et des différentes versions de l'histoire, eh bien il peut y avoir plus ou moins de différences dedans, et donc on peut avoir des versions dans lesquelles le cours de l'histoire ne s'est pas du tout passé de la même manière et qui du coup vont pas mal nous dépayser, et on peut en avoir d'autres qui au contraire seront assez fidèles. On va comprendre finalement qu'il y a toute une histoire autour de la mafia, mais avec un petit twist de viking à l'intérieur de cette Angleterre médiévale. On est sur un récit qui est assez particulier, dans lequel il y a pas mal d'humour. Notre personnage essaye de se faire passer pour quelqu'un d'important aux yeux de la société dans laquelle il arrive, mais ça ne se passe pas forcément comme prévu. Donc voilà, c'est un récit qui est assez particulier, qui est assez humoristique. Si vous êtes familier des textes de Brandon Sanderson et que vous avez lu sa série jeunesse qui s'appelle Alcatraz, c'est pas du tout les mêmes thématiques, mais le ton humoristique assez décalé, un peu perché, est assez commun entre les deux récits. Donc voilà, c'est un titre qui est donc assez particulier. Je peux pas dire que ce soit ce que j'apprécie le plus chez Brandon Sanderson. J'ai plutôt passé un bon moment avec, même si j'ai trouvé ça un petit peu lent par certains passages et que ça m'a parfois un peu paumé. C'est pas un indispensable de sa bibliographie. On reste du côté de l'imaginaire avec le roman Peine de mots perdus par Jean-Laurent Del Socorro, qui est sorti aux éditions Argile au tout début du mois de mars, et c'était vraiment une sortie incontournable pour moi. C'était une des sorties que j'attendais le plus en ce début d'année. Dans ce récit-là, c'est un récit qui se passe dans le même univers que son roman Royaume de vent et de colère, qui est un récit que j'adore. Et on va retrouver le personnage d'Axel, et dans Royaume de vent et de colère on nous explique qu'Axel c'est une ancienne mercenaire, une ancienne chef de compagnie de mercenaires qui est devenue tenancière d'une taverne à Marseille. Et dans ce récit là, donc Peine de mots perdus, en fait on va suivre Axel à 3 périodes de sa vie, dans 3 missions qui vont lui être confiées par la couronne de France et qui vont l'envoyer en Angleterre et en Irlande. Et ces 3 quêtes qu'elle va devoir mener sont liées à l'Artbon, qui est un matériau assez particulier et qui aurait des vertus alchimiques, dont on nous parle également dans Royaume de vent et de colère. Ce récit-là, Peine de mots perdus, est fait pour pouvoir être lu séparément, même si on ne connaît pas les autres titres de l'univers de Jean-Laurent Del Socorro. Mais pour ma part, je vous recommanderais quand même de commencer par Royaume de vent et de colère, parce que c'est le premier qu'il a écrit, parce qu'il est très bien, et parce que ça permet quand même de situer un petit peu plus facilement les choses de mon point de vue. Ce récit-là est donc séparé sous format de 3 actes, et c'est un récit comme toujours avec Jean-Laurent Del Socorro qui s'inspire beaucoup de faits historiques réels. Il y a beaucoup de recherches historiques derrière tout ça, beaucoup de personnages qui ont réellement existé. Et d'ailleurs Jean-Laurent Del Socorro nous explique à chaque fois les modifications qu'il a faites par rapport à l'histoire pour arranger par rapport à son récit, des choses qu'il a gardées vraiment telles quelles et puis des choses qu'il a imaginées, parce qu'on n'a pas forcément tous les détails de la vie de toutes les personnes. Et à côté de ça, il y a des personnages comme donc notre personnage principal d'Axel, qui lui est un personnage fictif qui a été créé par Jean-Laurent pour ses histoires. On suit donc ces 3 quêtes et j'ai trouvé ça vraiment très sympa, j'ai beaucoup apprécié les 3, en sachant que la première des 3 histoires c'est une réécriture de Noir et le sceau de l'enfer, donc qui était déjà un texte écrit par Jean-Laurent Del Socorro et qui parlait du coup de cette même quête autour de l'Artbon. Ça a été réécrit je crois d'un autre point de vue et il y a eu quelques modifications etc. Mais voilà, si vous connaissiez déjà, vous allez retrouver forcément certains éléments. Par contre les 2 d'après sont complètement nouvelles, et puis dans tous les cas il faut lire les 3 pour comprendre, pour avoir la vision d'ensemble. C'est un titre du coup qui fait aussi beaucoup de références avec le milieu du théâtre, le milieu des artistes, et qui met vraiment la part belle aux personnages féminins. On a un personnage masculin important pour la première partie, donc la reprise de Noir et le sceau de l'enfer, mais pour le reste c'est vraiment essentiellement des personnages féminins et des personnages qui sont très chouettes. Pour ma part j'ai vraiment beaucoup apprécié, j'aime toujours autant l'écriture de Jean-Laurent Del Socorro, j'aime toujours autant sa manière de construire des histoires
inspiré de l'histoire réelle mais avec ses touches d'imaginaire par-dessus. C'est un récit que j'ai trouvé très prenant. Après c'est vrai que j'ai pas eu la petite étincelle qui fait que c'est un récit que j'apprécie encore plus, qui fait que c'est un récit marquant ou un coup de cœur, mais en tout cas ça a été une très chouette lecture. Ensuite, je vais vous parler rapidement de mon écoute du tome 7 des Rois Maudits par Maurice Druon, qui est donc le tout dernier tome de la série des Rois Maudits. La série était déjà terminée en fait avec le tome 6 et une dizaine d'années plus tard, Maurice Druon a décidé de sortir finalement un tome 7 qui va parler de ce qui se passe ensuite après toutes les histoires des rois etc. qu'on a pu suivre dans le reste de la série. Pour les Rois Maudits, je pense que je vous en reparlerai plus en détail dans une vidéo quand j'aurai également vu l'adaptation en série télévisée. Mais on est sur un récit qui commence avec Philippe le Bel et Philippe le Bel va envoyer au bûcher différentes personnes qu'il considère comme étant des hérétiques qui sont des Templiers, et l'un de ces Templiers va déclarer que Philippe le Bel et tous ses descendants seront maudits jusqu'à la je ne sais plus combienième génération. Et c'est donc de ça dont va parler l'histoire des Rois Maudits, puisqu'effectivement, assez rapidement ensuite, tout le monde va crever. Donc Philippe le Bel, l'évêque qui était en place à ce moment-là, également je sais plus quel autre personnage important, et puis tous les descendants de Philippe le Bel vont connaître des destins assez funestes, et c'est donc tout ça qu'on va suivre dans les 6 tomes principaux de la série. Ce tome 7 passe donc pas mal d'années plus tard, on suit d'autres personnages, on a un petit peu des nouvelles de certains d'entre eux, mais c'est vrai que déjà à la fin du tome 6, il y avait quand même une assez longue ellipse, et le temps s'allongeait pas mal sur la fin du tome 6 pour nous expliquer ce qui se passait après. Donc voilà, c'est un peu particulier, ce tome 7 n'est pas forcément indispensable, il propose une autre fin, mais il est également écrit d'un autre point de vue, donc avec une autre narration, et c'est une narration qui est un peu plus lente, c'est une narration du point de vue d'un homme d'église qui en fait va raconter ses mémoires, raconter ce qu'il a vu, ce qui s'est passé, etc. à une autre personne, et c'était du coup pas forcément passionnant dans le sens où ça n'avait pas un rythme aussi soutenu que c'était le cas pour les autres tomes. Pour ce qui est par contre de la version audio, elle est vraiment super bien faite, donc si vous voulez découvrir les Rois Maudits, la version audio peut être une très chouette option. Ensuite j'ai lu le roman Le goût du temps dans la bouche par Séverine Vidal, c'est publié aux éditions Robert Laffont. Séverine Vidal c'est une autrice de romans adolescents et jeunesse que j'apprécie beaucoup, je trouve toujours que ses textes ont beaucoup de sensibilité. J'ai pas du tout lu tout ce qu'elle a écrit parce qu'elle a vraiment écrit énormément de récits. Elle a également fait des scénarios de bande dessinée, notamment Le Plongeon qui est vraiment superbe. Donc voilà, vraiment c'est une autrice dont j'apprécie beaucoup le travail, et ici Le goût du temps dans la bouche, c'est son premier roman qui est publié en collection de littérature générale, donc à destination d'un public adulte, et c'est un récit que j'ai trouvé vraiment intéressant à suivre. J'y ai trouvé quelques petites longueurs sur le début, j'ai eu un petit peu de mal à comprendre au départ où est-ce qu'on voulait en venir, mais c'est un récit qui révèle pas mal de surprises et c'était assez intéressant à suivre. On suit donc l'histoire d'une famille, et c'est une famille dans laquelle il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, il y a pas mal de secrets qui existent, il y a aussi beaucoup de remords, de haine entre différents personnages, et un des personnages principaux qu'on va suivre c'est celui de Nico. Et Nico c'est un homme qui en fait a décidé de s'exiler loin de sa famille française et de partir en Suède. Il a complètement coupé les ponts avec tout le monde, et on va comprendre au bout d'un moment dans le récit pourquoi est-ce qu'il a coupé les ponts avec tout le monde. Mais il est resté proche de sa grande tante qui s'appelle Suzanne, et on va comprendre que Suzanne c'est aussi un personnage un peu particulier de la famille et qui n'était pas forcément bien accepté par tout le monde. On va suivre du coup au travers des différentes parties du récit plusieurs narrations et plusieurs personnages différents de cette famille, plusieurs générations aussi différentes. Et c'était assez intéressant à suivre, comme je vous ai dit, il y a pas mal de retournements de situation à l'intérieur. C'est un récit qui est bien écrit, il y a une grosse trame de mystère et de secrets de famille avec on comprend qu'il y a eu un décès également qui est assez mystérieux. Mais dans l'ensemble ça a été une bonne lecture, et je serais curieuse de voir ce qu'écrira d'autres Séverine Vidal en collection adulte. Pour terminer, 2 autres récits sur lesquels je vais passer assez rapidement. J'ai lu Tout te dire par Camille Lelouch. Camille Lelouch c'est une artiste que j'aime vraiment bien, que j'ai découvert pour ma part quand elle a fait The Voice, je crois que c'était en 2015, et dont je suis un petit peu ce qu'elle fait depuis. C'est un récit qu'elle va écrire comme une lettre adressée à sa fille Alma, et dans laquelle en fait elle va revenir sur toute son histoire. Elle revient donc aussi bien sur ses souvenirs d'enfance que sur ses débuts de vie d'artiste et ses galères en tant que vie d'artiste, avec toute
toutes les différentes facettes de sa vie d'artiste. Ça passe par le piano, ça passe par l'humour, par les sketchs, par le spectacle d'humour, par The Voice. Enfin voilà, elle va vraiment revenir un petit peu sur tout ça, ses amitiés également dans ce milieu-là. Et puis elle revient également sur ses histoires d'amour, sur ses relations amoureuses. Et si vous avez suivi un petit peu Camille Lelouch, si vous avez vu certaines interviews, elle explique qu'elle a été dans une très forte relation d'emprise qui l'a amenée à complètement changer de pays, etc. pour s'éloigner de cet homme-là qui était très nocif, qui la battait beaucoup, etc. Et c'est quelque chose sur lequel elle est assez pudique et dont elle parle pas forcément beaucoup. Et du coup c'était vraiment intéressant également de ce point de vue-là. Elle parle aussi de son rapport à la maternité qui n'a pas forcément été facile. Donc voilà, plein de choses différentes et c'était vraiment intéressant. J'ai trouvé surtout que c'était très bien écrit. Ça se sent du coup que Camille Lelouch a l'habitude d'écrire, c'est son premier livre, mais voilà, elle a écrit plein de paroles de chansons, de sketch d'humour, etc. Donc elle a vraiment voilà, un talent dans l'écriture qui fait que c'est très agréable à suivre. C'est un titre que j'ai lu très rapidement, je l'ai lu en 2 fois, il fait à peu près 200 pages, quelque chose comme ça. Donc voilà, si vous appréciez son travail, si vous appréciez sa vie en général et que vous avez envie de le découvrir, pourquoi pas vous laisser tenter. Et pour terminer, côté roman, j'ai lu Bella Ciao par Raffaella Romagnolo, ou plutôt je l'ai commencé puisque c'est un titre que j'ai décidé d'abandonner à peu près à 40%. Je l'ai lu en fait sur quasiment l'ensemble du mois de mars en version numérique et arrivé à la fin du mois de mars, j'étais toujours plantée à 40%, j'avançais de 1% par-ci par-là et voilà, ça n'avançait pas, j'en avais un petit peu marre et c'est pour ça que j'ai décidé de l'abandonner. C'est un récit qui a un point de départ assez intéressant mais dans lequel il se passe pas forcément énormément de choses et comme ça fait quand même 440 pages, au bout d'un moment ça commence à faire un petit peu long. C'est un récit dans lequel on suit l'histoire d'une femme qui s'appelle Giulia, qui est née en Italie avant la Première Guerre mondiale, qui a grandi du coup là-bas dans un milieu assez ouvrier et qui a décidé de tout plaquer et de partir aux États-Unis suite à certains événements qu'elle a décidé voilà, vraiment de fuir. Et on va la voir alors qu'elle retourne aux États-Unis pas mal d'années plus tard. Entre temps, les 2 guerres mondiales sont passées en Europe, donc forcément les choses ont beaucoup changé. Et on va la voir retrouver à la fois des souvenirs qu'elle avait à cet endroit-là, mais également des personnes qui faisaient partie de son entourage. Et en parallèle de ça, on a forcément la construction de toute sa vie et de celle de son fils aux États-Unis. C'était donc assez intéressant au départ et c'est un récit qui est bien écrit, mais voilà, comme je vous ai dit, il m'a manqué d'un souffle, il m'a manqué de quelque chose pour que vraiment je sois attachée dedans et j'ai trop traîné dedans et j'en avais marre et du coup j'ai décidé de l'abandonner. On va passer ensuite côté graphique, je vous afficherai les couvertures parce que j'en ai aucun avec moi, mais j'ai lu pas mal de choses différentes. Après il y a eu pas mal de suites de séries, donc voilà, je vais passer assez rapidement dessus. Tout d'abord j'ai lu les tomes 1 à 4 de L'Or Olympus. C'est un récit qui est une réécriture moderne du mythe d'Hadès et Perséphone. C'est une réécriture moderne dans le sens où il y a toujours les enfers, etc. Hadès est bien le dieu des enfers, tout ça, voilà, les dieux ont vraiment leur place. Sauf que c'est transposé dans notre monde moderne, donc ils ont des téléphones portables, ils sortent en boîte de nuit, ils ont des voitures, enfin voilà, toutes ces choses-là. C'est un récit qui est très chouette, j'aime beaucoup le style graphique que je trouve vraiment très joli, c'est assez singulier et vraiment très chouette. Par contre c'est une histoire qui est très lente, c'est-à-dire que je suis arrivée au tome 4 et qu'Hadès et Perséphone ne sont toujours pas ensemble. Voilà, ils se tournent beaucoup autour, on voit vraiment toutes les relations avec les autres dieux autour, donc c'est intéressant, c'est pas juste un slow burn très slow sur 4 ou 5 tomes, je sais pas à partir de quand ils finiront par être ensemble. Mais voilà, en tout cas c'est plutôt sympa, j'aime bien, mais c'est vrai qu'il faut s'armer d'un petit peu de patience et qu'on a parfois un petit peu envie de secouer les personnages. Par contre c'est également un récit qui fait passer de très chouettes messages et je tenais à le souligner, notamment dans le tome 3 je crois, il y a une conversation particulière entre Eros et Perséphone qui est vraiment très chouette et qui parle du consentement et du non-consentement. Et voilà, j'ai beaucoup apprécié notamment cette scène-là. C'est une série qui n'est pas encore terminée, je crois qu'on en est à 7 ou 8 tomes, quelque chose comme ça, en version originale. Le tome 6 va sortir dans les prochains mois, peut-être d'ici l'été, en français et je viens de recevoir le tome 5 que j'avais réservé à ma bibliothèque puisque je les ai empruntés en bibliothèque. Mais voilà, en tout cas je passe un très chouette moment avec cette série. Ensuite j'ai lu le tome 2 du manga L'Enfant en moi. Je vous avais parlé du premier tome assez récemment, c'est l'histoire d'un couple de lycéens et ils vont se rendre compte que la jeune fille est enceinte et se poser pas mal de questions.
Ce qui est très chouette, c'est que le personnage masculin, donc Takara, est vraiment très soutenant envers Sachi, qui l'aide beaucoup. Et on voit dans ce tome 2 qu'il prévoit vraiment tout un tas de choses, aussi bien sur le plan financier qu'organisation, etc., en fonction des choix qu'elle décidera de faire, et qu'il l'accompagne vraiment. Par contre, déjà, je suis toujours aussi perturbée par le fait que Sachi a l'air d'avoir 8 ans en termes de dessin, alors que Takara a l'air d'être adulte. Et puis ce tome 2 m'a posé un vrai gros problème en termes de consentement, puisqu'il y a une consultation gynéco qui va donc venir confirmer cette grossesse avec une première échographie. Et c'est présenté comme quoi la sage-femme ou gynéco est très bienveillante, etc. Et en fait je trouve que pas du tout, je trouve qu'il y a des gros problèmes de consentement dans la manière dont se passe cette consultation gynéco, en tout cas la manière dont elle est décrite. Et quand on voit que c'est un manga qui a été relu, validé, soutenu par une sage-femme, ça me fait un peu grincer des dents. Ensuite j'ai lu 2 titres très récents des éditions Kinaï, qui sont 2 titres très courts qui font une cinquantaine, soixantaine de pages. Le premier, Spry Wolf Girl, et c'est une revisite du mythe de l'enfant qui appelle au loup alors qu'il n'y a pas de loup jusqu'au jour où il appelle au loup et qu'il y a vraiment un loup mais que personne ne le croit. Donc voilà, ça revisite vraiment ce mythe là avec une jeune fille comme personnage principal. C'est un titre que j'ai trouvé vraiment très chouette, et déjà sur le plan graphique j'ai trouvé ça vraiment très beau, il y a plein de choses vraiment super intéressantes, c'est pas des cases de bande dessinée classique, ça déconstruit un petit peu les pages et tout ça. Et j'aime vraiment beaucoup le style graphique qui est très particulier, très singulier, et voilà, vraiment une très très chouette lecture. En plus de ça, il y a plusieurs niveaux de lecture différents qui sont possibles, ça parle aussi de santé mentale et finalement de qui sera là pour l'écouter quand elle criera au loup. Et crier dans le vent, est-ce que c'est vraiment crier dans le vent ou est-ce que c'est finalement montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, c'est un titre que j'ai beaucoup apprécié. Et du coup j'ai également lu Les Oubliés qui est sorti le même jour. Celui-ci c'est un titre français, le précédent c'était un titre australien. Celui-ci donc c'est un titre français également assez court mais qui propose une histoire complète qui est bien construite. D'un côté on a un homme qui est assez bourru, assez solitaire, qui traque un phénomène mystérieux depuis que sa femme a disparu, et de l'autre côté on a une adolescente qui est en vacances en camping avec sa mère et son chien, et sa mère va se faire enlever par ces fameuses créatures mystérieuses, et donc tous les deux ensemble vont collaborer pour essayer de comprendre ce qui se passe et essayer de retrouver la mère avant qu'il ne soit trop tard. On est donc sur une histoire avec des monstres, des phénomènes étranges, etc. C'était plutôt sympa, mais il m'a manqué d'un petit quelque chose pour que ce soit une lecture marquante. Je pense pas que ce soit une lecture qui va particulièrement me rester en mémoire. Et puis sur le côté graphique, on est sur quelque chose de plus classique, donc peut-être qu'il a aussi un petit peu souffert du fait que je l'ai lu juste après l'autre qui était beaucoup plus moderne et inventif et original. Ensuite j'ai lu pas mal de mangas, j'ai lu tout d'abord le premier tome de La Concubine Rebelle, la série s'appelle aussi Le Chronique du Pays Radieux, quelque chose comme ça. C'est un manga publié chez Akata qui sera terminé en 2 tomes, et du coup on est sur un premier tome qui est déjà assez complet, qui avance assez bien dans l'histoire, c'est pas juste une introduction. Et on suit donc une jeune femme qui est l'héritière d'un clan qui va être envoyée pour devenir l'une des concubines de l'empereur et donc potentiellement la future impératrice s'il décide de la choisir. Sauf qu'il y a donc tout un tas de concurrence parmi ces jeunes femmes qui ont envie de devenir la prochaine impératrice, et que notre héroïne vient d'un peuple qui est assez dévalorisé, qui est un peu considéré comme étant des rustres des steppes. On a forcément une histoire d'amour à l'intérieur. C'est un récit dont j'aime plutôt bien les illustrations, et surtout c'est un récit qui est plein de complots et d'intrigues politiques, et là-dessus ça a vraiment su me satisfaire et j'ai vraiment passé un bon moment avec, et du coup je suis très curieuse de voir ce que donnera le second tome. J'ai également lu le manga qui s'appelle La Reine des Gyoza, et on est sur l'histoire d'une femme qui décide d'ouvrir un restaurant de gyoza. On est sur un manga plutôt tranche de vie, donc il n'y a pas d'enjeu particulier, et on va suivre en fait différents clients qui passent la porte de ce restaurant de gyoza. Dans le lot, on en a certains qui sont des clients habitués et d'autres qui vont tomber sur le restaurant par hasard et venir le découvrir. C'est un récit qui mêle donc le côté tranche de vie avec de l'humour et avec des recettes de gyoza. Plein de recettes différentes de gyoza qui sont donc des raviolis qui peuvent être frits, qui peuvent être faits à la vapeur, qui peuvent être froids ou chauds, enfin voilà, plein de choses différentes. Et c'était assez sympa. Le style graphique, je suis un peu mitigée dessus. Le style graphique en ce qui concerne les dessins de gyoza est très réussi et donne extrêmement faim. Par contre, en ce qui concerne les personnages, c'est assez particulier, et les expressions des personnages notamment sont assez particulières, avec des traits de dessin parfois un peu trop surchargés. Ça se calme un peu au fur et à mesure du récit, et tant mieux, c'est plutôt mieux sur la fin que sur le début.
On est sur un récit qui peut se lire en tant que tel, mais la fin laisse présager éventuellement une suite puisqu'on nous parle d'un festival de gyoza auquel la restauratrice va vouloir participer et qu'elle vient d'embaucher une jeune recrue. Donc voilà, du coup on a quand même une petite envie de lire la suite. Pour l'instant il n'y en a pas qui existent au Japon, mais en tout cas voilà, si ça vient en France, bah, pourquoi pas continuer. J'ai également lu la suite d'un manga avec le tome 2 du manga Un dragon dans ma cuisine. On est ici aussi sur un manga plutôt tranche de vie, donc un manga assez mignon, assez tranquille, dans lequel il n'y a pas forcément des enjeux énormes, même s'il commence à y en avoir un peu plus dans ce tome 2. Cette fois-ci on est sur une série qui est terminée au Japon en 4 tomes, donc qui sera terminée assez rapidement en France parce que le rythme de publication est assez rapide. Et dans cette histoire on suit l'histoire d'une étudiante japonaise qui vient en échange dans l'Europe de l'Est dans les années 80. Ça se passe plutôt en Yougoslavie mais c'est pas forcément exactement décrit, et elle va par hasard découvrir un œuf de dragon. Son petit dragon va éclore et au départ il est tout petit, tout mignon, sauf qu'il commence à sacrément grandir dans ce tome 2 et que ça commence donc un petit peu à apporter des enjeux puisqu'on se pose 2 questions principales, à savoir est-ce qu'il va vraiment pouvoir continuer à rester caché et est-ce qu'il va pas finir par devenir dangereux au bout d'un moment. Pour ce qui est de ce tome 2, on va avoir pas mal d'ellipses à l'intérieur dans lesquelles on fait vraiment grandir le dragon, je pense pour pouvoir arriver avec un tome 3 et un tome 4 dans lequel le dragon est adulte et dans lequel justement on a les réponses à ces 2 interrogations. Donc voilà, c'était plutôt sympa, c'est un récit qui est vraiment mignon, le trait de dessin est très mignon. Et ce qui était assez chouette, c'est que dans ce tome 2, l'héroïne va découvrir les marchés de Noël en Europe de l'Est. Et donc même si ça se passe dans l'Europe de l'Est des années 80, qui est donc assez difficile, assez pauvre, malgré ça on a quand même la tradition des marchés de Noël qui est gardée et c'était vraiment super chouette à découvrir. Donc voilà, c'est une série de mangas que je trouve vraiment très mignonne et que je vais continuer avec plaisir. Et du coup pour terminer, j'ai également lu les 2 premiers tomes d'un webtoon qui est donc lui sud-coréen et il s'agit de Navilera. Navilera c'est une série qui sera terminée en 5 tomes et le tome 5 est prévu je crois pour le mois de mai ou le mois de juin, donc il devrait arriver assez bientôt. C'est une série dans laquelle on va suivre un vieil homme qui a 70 ans et qui n'est pas forcément très sportif, il n'est pas particulièrement en très bonne condition physique, sauf que cet homme a un grand rêve depuis toujours qui est de faire de la danse classique, de faire du ballet, et qu'il décide, arrivé à ses 70 ans, qu'il est à la retraite et qu'il a du temps libre, et bien de laisser cours à ses rêves et de s'inscrire à la danse classique pour ne pas mourir avec des remords. Il va donc se présenter dans une petite compagnie de ballet et il va avoir un jeune homme qui est très talentueux, très doué pour le ballet comme instructeur. Ce qui est très chouette, c'est qu'on voit vraiment la relation qui va se nouer entre deux et c'est vraiment une relation d'entraide. Le grand-père essaye d'aider du mieux qu'il peut le jeune homme dans sa vie de tous les jours, il se comporte un peu comme s'il était son grand-père à lui, et le jeune homme qui lui est assez solitaire, qui a pas mal de soucis de vie, essaye de s'en sortir de ce côté-là avec donc l'aide du grand-père, et en même temps lui est très doué dans le ballet et il essaye d'apprendre sa passion au grand-père. C'était vraiment très chouette, le premier tome est vraiment très mignon. Dans le second tome, on a d'autres thématiques un petit peu plus difficiles qui commencent à apparaître, notamment des thématiques autour du deuil et puis de la maladie, puisqu'on va comprendre que le grand-père a certains soucis de santé. Vraiment, c'est une série que je trouve vraiment très chouette. Les traits de dessin sont assez simples, mais ils sont plutôt jolis, assez efficaces. En revanche, 2 tout petits défauts, c'est une série que je trouve un petit peu lente, avec pas mal de répétitions autour du fait que la famille du grand-père n'est pas d'accord sur le fait qu'il fasse de la danse classique et qu'il s'y oppose, et c'est quelque chose qui revient beaucoup sans forcément voir beaucoup d'avancées. Depuis j'ai un peu continué la série, donc c'est quand même des choses qui vont évoluer au fur et à mesure, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui revient toujours et qui ralentit un petit peu le récit. Et puis à la fin des tomes, à chaque fois, c'est découpé de manière à ce qu'il y ait un petit suspense, alors que dans le reste du webtoon, il n'y a pas particulièrement de suspense, que c'est plutôt une histoire assez mignonne, assez douce, et voilà, à chaque fois on nous met un petit suspense en mode est-ce que ça va pouvoir continuer, et bon, on sait que ça va pouvoir continuer, voilà, il n'y a pas énormément de doute là-dessus, donc c'est le petit défaut que j'ai à dire, ce petit suspense un peu inutile, un peu pour faire vendre je pense la suite, et c'est un procédé qui m'agace toujours un petit peu dans les sagas. Mais en tout cas je passe vraiment un très chouette moment avec cette série Navilera, je l'emprunte également à mes bibliothèques, et du coup j'ai hâte qu'il se procure également le tome 5 pour pouvoir avoir la fin de cette série. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce gros point lecture, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de découvrir certains de ces titres ou bien s'il y en a certains que vous avez déjà lus. Et puis donc pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!